On va revenir sur ce spectacle du monde avec Alexandre Delval, qui est un intellectuel à la française, c'est-à-dire tout à la fois essayiste, journaliste un petit peu, enseignant un peu, militant beaucoup. Ce genre d'oiseau qu'on cherche à classer, mais qui n'est pas toujours là où on s'imagine qu'on va le trouver. Vous avez forgé il y a bientôt 20 ans le concept de totalitarisme islamiste et vous vous êtes fait de solides ennemis, évidemment, sur Internet, qui vous assignent un résident chez les sionistes ou alors dans la fachosphère, ça dépend, c'est parfois les deux à la fois. Et vous venez d'écrire donc Les vrais ennemis de l'Occident. C'est publié chez l'Artilleur, ça sort la semaine prochaine. Avec un tel titre et avec un tel éditeur, on se dit que ça doit être un tract, mais non, ça fait plus de 550 pages. C'est un tableau historique et stratégique, une fresque qui va du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes. C'est saisissant, c'est passionnant. Et surtout, c'est d'une actualité tout à fait aiguë. La thèse de départ, c'est que l'Occident se trompe sur son ennemi en pointant la Russie et qu'il se trompe aussi sur ses amis en imaginant que ses clients arabes sont aussi ses alliés. Oui, tout à fait. Cette erreur sur l'ennemi qui consiste à pérenniser des vieux réflexes de guerre froide, voire même à ressusciter la guerre froide, a longtemps empêché de voir venir le véritable ennemi, qui n'est pas le terrorisme. Le terrorisme est un mode d'action. C'est une arme. On ne fait pas la guerre à une Kalachnikov. L'ennemi, c'est pas une arme. En fait, c'est ce qui est derrière l'ennemi. C'est ce qui est derrière, cette arme, ce mode d'action. Qu'est-ce qui est derrière le terrorisme? Ce que j'appelle les pôles de l'islamisme radical mondial ou du totalitarisme islamiste. Et ces pôles, je les décris un par un dans ce livre. C'est bien sûr les pays du Golfe, mais le Koweït est très souvent oublié. On parle du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Le Koweït est le plus grand financier de mouvements islamistes terroristes en densité. C'est également la Turquie. Je le désigne comme ennemi parce que la Turquie a un véritable projet irrédentiste de conquête. Et ce que je définis comme ennemi, en fait, ce sont des pays qui ont un projet de conquête et d'islamisation, c'est-à-dire de destruction de nos valeurs sur notre propre territoire. C'est l'exacte caractéristique d'un ennemi. Est-ce que Alexandre Delval, en désignant finalement l'islam comme l'ennemi, ne se trompe pas d'une guerre? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt suivre Nicolas Sarkozy, par exemple, qui estime que lui, la véritable menace, c'est ce qui vient de la démographie en Afrique? Je pense que il faut réconcilier les contraires. On n'est pas obligé d'opposer forcément des paramètres. La démographie est fondamentale. Plus qu'une menace, c'est une donnée dont il faut tenir compte. Et il est certain qu'il faut contrôler nos flux migratoires de manière plus drastique, tout en ayant un grand plan de développement de l'Afrique pour fixer sur place un certain nombre de populations. Cela n'empêche pas de dire que l'islamisme est notre ennemi. Une démographie, c'est pas un ennemi. Des pauvres personnes qui cherchent la poussée migratoire, c'est un véritable défi. Voilà, c'est un risque très important. Par contre, l'ennemi, c'est celui qui projette, parce qu'il vous est hostile, il projette de vous détruire. Donc l'ennemi, ce sont ceux qui sont derrière ce terrorisme. C'est pas le terrorisme lui-même. Hein. Ce sont les pays qui ont une volonté de destruction de nos valeurs et qui veulent conquérir l'Occident. On va parler de la Russie et de Poutine qui était partout cette semaine, mais on commence le déroulé de la semaine avec la bataille de Mossoul, ou plutôt le siège de Mossoul qui a commencé avec des peshmerga au nord appuyés par l'armée turque ou par des milices tribales, l'armée et la police irakienne au sud et des milices tribales, les avions de la coalition au-dessus, c'est un vrai rouleau compresseur qui s'est ébranlé. Et avec en vue Mossoul, où les djihadistes ont eu 2 ans et demi à peu près pour se bunkériser. Ils seraient plusieurs milliers, au milieu d'1 million et quelques d'habitants qui sont autant d'otages en puissance. La mère de toutes les batailles, encore une fois, Alexandre Delval, comme en 91 pour libérer le Koweït, comme en 2003 pour libérer l'Irak de Saddam Hussein, à chaque fois il y a un objectif qui est clair et un résultat qui est pire, pourrait-on dire, parce qu'il y a une grande méfiance envers les alliés et qu'il n'y a pas de projet politique en réalité pour après. Je suis tout à fait d'accord avec vous et ce n'est pas encore réglé puisque la population de Mossoul ne va pas accepter que des chiites la dominent. C'est d'ailleurs l'origine du succès de Daesh en Irak
Irak. Il y a eu une guerre qui était à mon avis inopportune, un retrait tout aussi inopportun sans service après-vente et aucune solution politique, à part l'intermède avec la doctrine Cohen de M. Petraeus, mais qui n'a pas été menée à bien puisque Obama a tout fait stopper. Pour parler de l'après, ce qui va se passer, Jean-Marc Ayrault a réuni en urgence, en catastrophe, pourrait-on dire, jeudi à Paris, une sorte de réunion ministérielle avec ses homologues européens et les voisins arabes du Golfe pour parler de l'administration de Mossoul libérée The Day After, à Paris. Les Qataris et les Saoudiens sont donc retrouvés côte à côte et ils ne se sont pas jetés à la gorge les uns des autres. C'est déjà un grand succès de la diplomatie française. Oui, c'est déjà un grand succès de la diplomatie française, mais si vous constatez, à l'aune des erreurs commises par M. Hollande ces jours-ci, il a été totalement évincé des négociations extrêmement importantes sur la Syrie. Et je pense qu'on a raté une occasion de se taire lorsqu'on a, pour plaire à l'opinion publique ou aux opinion makers, cette idée de traîner Poutine devant les tribunaux internationaux. À mon avis, on le paye extrêmement cher. La France est évincée des véritables pourparlers concrets, notamment en Syrie. Certes, elle est plus présente en Irak, mais je pense qu'on va payer très cher. On est trop proche, à votre avis, de nos clients, dont nous sommes les fournisseurs, je veux dire, arabes du Golfe, dont on est à la fois les fournisseurs et les débiteurs, les Qataris, les Saoudiens. Plus que d'être proches, nous sommes liés à ces gens, mais nous faisons bien plus que ce qu'ils nous demandent. Ils pourraient très bien accepter que nous soyons souverains et que nous conservions nos intérêts. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes suivistes, même plus que suivistes. Nous allons plus loin que ce qu'ils nous réclament. La politique arabe de la France, ça devrait se borner à l'interdiction du niqab et à la reprise de contrôle des quartiers nord de Marseille. Était totalement inutile cet été et il a pris beaucoup trop d'importance. Non, le problème de fond, c'est que nos États ont littéralement confié nos concitoyens musulmans à des pôles, ce que j'appelle les pôles du totalisme islamiste mondial, qui ont pour but d'empêcher leur intégration. Et ça, c'est la grande erreur. Avant d'aller faire des guerres en Irak ou en Syrie ou en Libye, je pense que nos États auraient raison de défendre nos intérêts chez nous, nos valeurs chez nous, avant de vouloir les exporter par des guerres humanitaires chez les autres. Alors, les Iraniens ont forcé la porte de la Réunion de Paris parce qu'ils se sont entre-temps introduits à l'ouest de Mossoul, où ils ont barré la route qui mène vers Raqqa, qui mène vers la Syrie, et donc ils ont ainsi fermé la porte de secours qui était ouverte aux djihadistes de Mossoul. Des commandants djihadistes avaient d'ailleurs déjà emprunté la route, paraît-il, pour se replier avant que la souricière soit refermée. Ça risque de changer le cours de la bataille ? Oui, d'autant que d'autres, pas des Iraniens, mais d'autres milices pro-iraniennes, par l'Est, entre les zones de Daesh et les zones kurdes, sont également en train de remonter pour également empêcher les Kurdes de prendre Mossoul et pour eux-mêmes investir Mossoul. Donc les chiites, qu'ils soient irakiens ou iraniens, aujourd'hui sont en train de reprendre le dessus et ils ne veulent pas laisser la victoire uniquement aux sunnites et à la coalition. Vous pensez ils que veulent Bachar, empêcher les terroristes d'aller vers la Syrie. Je vais vous demander des réponses courtes. Vous pensez que Bachar est un moindre mal en Syrie ? Oui, Bachar est un moindre mal et je pense qu'il faut prendre langue avec lui et on ne peut pas lutter contre Daesh sans s'entendre avec les forces. Quand la diplomatie française dit depuis 5 ans qu'il n'y a pas d'avenir avec Bachar, qu'il est l'une des parties du problème. Je pense qu'il est l'une des parties du problème, mais également l'une des parties de la solution. Et il est absolument vital de collaborer avec les forces anti-djihadistes et anti-islamistes qui sont les plus nombreuses sur le terrain. C'est les Kurdes et c'est le régime syrien. L'erreur a été d'exclure le régime syrien, les Russes et les Iraniens au début du conflit, ce qui a provoqué, entre autres, la réaction de Poutine que l'on sait et son intervention. Alors à Alep, les habitants qui sont martyrisés, les 200 000 habitants des quartiers de l'Est qui sont tenus par les opposants, ont eu quelques jours pour souffler, des blessés ont pu être évacués. Les Russes ont en effet instauré une trêve pour quelques jours et les bombardements ont cessé. C'est ainsi que Moscou a beau ne pas avoir participé à cette réunion de Paris, eh bien personne ne néglige le rôle que joue désormais Vladimir Poutine dans cette crise régionale. D'ailleurs, la réalité, c'est que Poutine est désormais au centre du jeu et dans tous les esprits. Vincent Roux. Vladimir Poutine a le pas en jouer. Il vient de l'apprendre, les Occidentaux se lancent dans la bataille de Mossoul. Alors, le président russe se permet un conseil. Nous espérons que nos partenaires américains agiront avec précision et feront tout pour minimiser ou encore mieux, exclure toute victime parmi la population civile. Aucun commentaire à Washington sur cette question. Poutine a de quoi sourire, il hante le débat américain. Et en particulier, le dernier débat, Trump-Clinton.
Je ne connais pas Poutine, il dit de bonnes choses à mon égard et je pense que s'entendre avec les Russes pour lutter contre l'État islamique, ce serait ce qu'il y a de mieux à faire. Poutine n'a aucun respect pour cette femme. Parce qu'il préfère avoir une marionnette comme président américain. La marionnette, c'est vous. Avec les États-Unis, la victoire de Moscou, c'est surtout ici, d'avoir repris le dialogue et d'avoir imposé à ces conditions une réunion à Lausanne la semaine dernière sur l'avenir de la Syrie. Face à la Russie, les Américains sont faibles. C'est en tout cas ce qu'on dénonce en coulisses à Paris. Face à François Hollande, Poutine reste détendu, même après 2 heures de discussion très dures, selon un témoin, sur la situation à Alep. Et moi, je ne peux pas tolérer que l'on puisse bombarder des populations civiles pour, soi-disant, atteindre les terroristes. Et nous avons eu cette explication avec Vladimir Poutine. À Alep, Poutine propose une prolongation de la trêve et de la suspension des bombardements russes. Le maître du Kremlin reste décontracté. La France et l'Allemagne échouent à imposer de nouvelles sanctions européennes en cas de violation de cette trêve. L'Italie de Renzi leur a fait échec. Nous devrions faire tout ce qui est possible en faveur d'un accord de paix en Syrie. Mais nous ne pourrons pas le faire avec de nouvelles sanctions contre la Russie. Et là encore, Poutine sourit. L'idée qu'on ne peut rien faire sans la Russie fait son chemin. Alexandre Delval, un peu de réel politique. Comment ça se fait que depuis 4 ans que l'on voit les relations entre la France et la Russie se dégrader, comment ça se fait que les Russes ne prennent pas en compte les intérêts sécuritaires évidents, immédiats de la France, qui ne peut pas imaginer que des centaines de milliers de Syriens affluent en Turquie, puis en Grèce, puis en Allemagne, et que par ailleurs, qu'on voit enfler aussi le rang des djihadistes qui s'enrôlent sous la bannière de l'État islamique. Comment ça se fait que les Russes n'entendent pas ce discours? Les Russes l'entendent, mais dans la mesure où on ne veut pas véritablement avoir une stratégie unifiée avec eux, et encore moins avec les Iraniens, c'est la cacophonie. Aujourd'hui, on est revenu à la réelle politique dans le sens le plus péjoratif du terme. Chacun tire sa couverture à soi. Est-ce que... on voit bien que la Russie est à couteau tiré à toutes ses frontières. Ils viennent de mettre des missiles à Kaliningrad, entre la Lituanie et la Pologne, qui peuvent être dotés de têtes nucléaires. Mais c'est une menace qui n'impressionne personne. C'est vrai que ça n'impressionne pas grand monde quand on connaît le rapport des forces entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie. Mais c'est une réaction au fait que l'Occident continue à pointer ses propres missiles et toute sa stratégie contre la Russie et à alimenter des révolutions de velours un peu partout. C'est de la posture, c'est de la gesticulation.